Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette première fabrique des 28e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Je suis super contente d'être ici, vous êtes nombreux, c'est super. Je suis un peu stressée aussi, il faut dire que c'est une première pour moi, donc soyez indulgents. Mais je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Cette première fabrique est dédiée au sujet créé et développer une identité graphique avec le jeu vidéo. Alors vous vous posez peut-être la question pourquoi le jeu vidéo alors qu'on est dans un festival de bande dessinée? Eh bien justement parce que c'est pas de la bande dessinée. En fait là ce qui nous intéressait c'était de faire un petit pas de côté justement par rapport aux spécificités bande dessinée. En fait quand on fait une fabrique, généralement on demande aux autrices, aux auteurs de nous parler de leurs univers, de leurs techniques, de leur parcours en bande dessinée et très peu d'autres parcours. Donc du coup, là, on a la chance d'avoir avec nous 3 auteurs qui ont eu un parcours, du moins un début de parcours plutôt dans le jeu vidéo. Et donc du coup, on va voir avec eux comment ils ont construit en fait leur identité graphique, comment est-ce qu'ils construisent un univers graphique un peu en dehors des parcours balisés de la bande dessinée. Du coup, dans l'ordre, nous avons le plaisir d'avoir Nicolas Potier, Florence Sacré et Bonjour. Jérôme Pellissier. Donc je vais les présenter, bien entendu, je vais présenter rapidement leur parcours à tous les 3. Et puis on va aussi et surtout répondre à la vraie question de cette fabrique qui est pourquoi je leur fais étaler des pâtes sur la table. Donc vous allez voir, on va plutôt s'amuser. Du coup, Nicolas Potier, on va commencer avec votre parcours. J'ai essayé de faire ça assez rapide puisque vous allez voir on n'a qu'1 heure, ça va aller très très vite. Donc du coup Nicolas, je dis le principal sur ton parcours et t'hésites pas à rebondir si jamais Je n'hésiterai pas. si jamais tu penses qu'il manque des choses. Alors je vais prendre ma petite slide. Nicolas, tu es là. Donc Nicolas Potier, ton parcours, il est justement il déroge un petit peu à la règle de cette fabrique puisque toi tes tout premiers pas, tu les as quand même fait plus ou moins dans la bande dessinée. Vu que tu as fait des histoires courtes pour un fanzine et tu as publié 2 premières bandes dessinées dont une auto-éditée qui sont les seules bandes dessinées où tu es au dessin, il me semble, ça. Sur ton parcours. Ouais. Ouais, c'était amateur. Hein. C'était amateur, ouais. Tout à fait, ouais. Ok. Ensuite, tu as eu un parcours de plus de 11 ans dans le milieu du jeu vidéo. Tu as travaillé pour la société Infogrames, qui est devenue Atari en 2009, c'est ça et pour laquelle tu as été animateur 2D puis directeur artistique. C'est ça. Tu as quasi exclusivement, alors la petite particularité de ton parcours, c'est que tu as quasi exclusivement travaillé sur des jeux qui sont des adaptations de licences bande dessinée. Oui, après quand j'étais directeur artistique, alors directeur artistique c'est un bien grand mot, hein. J'étais un peu le pompier de service, c'est-à-dire que j'allais voir les sociétés de jeux et où il y avait des problèmes graphiques et puis je leur disais qu'il fallait refaire. Grosso modo, c'était ça. Mais Infogrames a eu à un moment la licence Warner. Okay. Donc on a travaillé sur des jeux, je ne sais pas si on les si ça y est. J'en ai mis que quelques-uns effectivement. Ouais, ils y sont pas. Mais il y avait tous les Looney Tunes, les Bugs Bunny, tout ça. Donc à un moment, j'ai aussi travaillé sur des jeux comme ça. Mais c'est vrai que globalement, j'ai travaillé surtout sur des licences de BD franco-belges. Ok, très bien. Ensuite, en 2003, tu retrouves le chemin de la bande dessinée puisque tu publies des histoires courtes pour Baudeuil et Métal Hurlant, 2 magazines de bande dessinée connus s'il en est. Et depuis, tu as publié plus d'une 15aine d'albums et de séries, principalement sur le registre de l'humour, si je ne dis pas de bêtises. Comme la célèbre série Ratafia, que tu as fait avec Fred Salcedo au dessin aux éditions Glénat, et qui se poursuit depuis 2020 avec un spin-off Ratafia Delirium qu'on voit juste là. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. C'est que Ratafia se terminait, et le spin-off, il n'y en aura qu'un. D'accord. Il y a pas de... C'est terminé en fait. Ok, c'est terminé, ouais. Très bien. Récemment, tu as fait 2 publications plus jeunesse, l'une chez Delcourt qui s'appelle Rob Fox et le voyage du souvenir avec Vincent Joubert au dessin et l'autre chez Glénat, Mickey contre l'Alliance Maléfique avec Johan Pilet qui est aussi présent sur le festival et que vous pourrez aller voir en dédicace. Et en parallèle, tu continues de travailler pour le monde du jeu vidéo encore aujourd'hui? Oui, alors ce que je disais à mes camarades, épisodiquement, on me demande surtout d'écrire des dialogues. Et encore sur les licences
comme le Schtroumpf 2 là, et Astérix XXL, c'est des jeux très récents Ok. où j'ai écrit les dialogues de ces jeux. Ok, très bien. Donc Nicolas Potier, on en a fini avec toi pour le moment. On reviendra sur ton parcours plus tard, puisque toi justement, tu as la spécificité d'avoir travaillé plutôt sur des licences bande dessinée et aussi d'avoir travaillé dans l'industrie il y a une vingtaine d'années. Donc du coup, les choses ont pas mal changé, je pense. Tes collègues me disaient déjà qu'en quelques années, ça avait déjà tendance à bouger beaucoup. Donc tu pourras peut-être revenir sur cette partie-là aussi un petit peu plus tard pour nous expliquer les différences entre le monde du jeu vidéo il y a 20 ans et le monde d'aujourd'hui. Florent Sacré. Donc du coup, Florent, à ton tour, tu es concepteur de jeux vidéo, auteur de bande dessinée et illustrateur. Oui. Je ne dis pas de bêtises. Non. Non, tout va bien jusque-là. Tu as débuté ta carrière en 97 dans la très célèbre société d'édition de jeux vidéo française Ubisoft. Oui. Je suis un pur produit Ubisoft. Comment ? Je suis un pur produit Ubisoft. Un pur produit Ubisoft. Ah oui. Tu as travaillé au départ comme lead artiste sur des jeux comme ceux de la franchise Rayman ou encore Beyond Good and Evil, le jeu Beyond Good and Evil. Oui. En 2003, ton travail séduit un certain Peter Jackson, donc un petit réalisateur très peu connu. Et du coup, à la suite de cette rencontre, on te confie le poste de directeur artistique sur l'adaptation en jeu vidéo de son film King Kong, qui te vaudra une nomination en 2006 aux DICE Awards, c'est ça ? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent des Oscars pour les jeux vidéo ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est plus ou moins ça. Je n'ai que deux mots, hein, c'est oui et non. Oui, et c'est ça, très bien, parfait. Dans les années qui suivent, tu travailles sur de nombreux autres projets, comme des opus des Lapins Crétins. Et, on a créé les Lapins Crétins. Tu as créé des Lapins Crétins ? Oui, on était 4 à créer les Lapins Crétins. Ok. Et 2 DLC de la série Assassin's Creed. Ouais. Et un petit jeu qui s'appelait Zombie U sur la console de Nintendo. Ouais. J'ai vu passer, ouais. Donc ça fait une douzaine de jeux et 5-6 jeux avortés qui finissent dans les cartons. Ouais, là j'ai réduit au minimum, j'ai mis le principal. T'as bien fait. Un DLC, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle un contenu additionnel ou une extension. En général, c'est une histoire qu'on vient développer en parallèle d'un jeu, mais qui est rattachée à son univers. Et depuis 2021, tu as créé ton propre studio de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, Little Big Frog. Oui, un studio avec 2 employés, moi et mon associé. Alors, c'est pas mal. On en est au tout début. Tu pourras nous en dire peut-être un petit peu plus là-dessus à un moment. Ouais. Et tu viens tout juste de sortir ton premier album de bande dessinée, je dis pas de bêtises non plus. Non. Donc qui est le premier tome d'Auchan des Grenouilles, une série concept scénarisée par Barbara Canepa et Anaïs Salar, aux toutes jeunes éditions Oxymore. C'est cela même, oui. C'est bien ça. Bon, bah, du coup, on va passer à toi, Jérôme, le dernier. Ok. Hop. Jérôme Pellissier. Donc, en ce qui te concerne, Jérôme, toi, tu as aussi un parcours dans l'illustration, donc BD, illustration et jeux vidéo. Tu es diplômé d'ailleurs du monde de l'illustration. Oui. Tu as débuté ta carrière en tant que scénariste 2D, 3D, pareil chez Ubisoft. Non, j'ai débuté ma carrière à Lexis Numérique, un petit studio. Donc, tu n'as pas débuté chez Ubisoft ? Non, pas du tout. J'ai même passé beaucoup plus de temps à Lexis Numérique. Je suis resté 10 ans. Ok. Et c'est une petite boîte, mais qui s'est fait connaître avec notamment un jeu In Memoriam. Oui, sur lequel je suis intervenu. Dont on voit la pochette juste là. C'était un petit peu en marge de ce qui se faisait à l'époque. Okay. Et voilà, je suis resté, c'est ça, 10 ans à Alexis. 10 ans dans cette boîte, ouais. Et après, Ubisoft, je n'y suis resté que 5 ans, après la fermeture définitive, malheureusement, de Lexis Numérique. Ok, d'accord. Tu es à l'origine de plusieurs jeux, du coup, Metropolis Crimes, si je dis pas de bêtises, Red Johnson's Chronicle et Taxi Journey, qui sont liés, je crois, ces 3... c'est moi qui ai créé ces jeux-là, et voilà, c'était des petits jeux indés, mais sur lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que l'avantage des petits studios comme ça, c'est qu'on touche à tout. J'ai fait du scénario, j'ai fait du game design, de la 3D, de la 2D, et c'était plutôt sympa. Ok, d'accord. Ensuite, tu exerces, alors dis-moi si je ne dis pas de bêtises là aussi, pendant 15 ans le métier de directeur artistique. Oui. C'est ça.
donc chez Ubisoft, du coup, en partie. Alors, en grande partie En grande Alexis partie chez Numérique Ubisoft. et après chez Ubisoft. Ok. Mais au Et, studio mobile. Voilà. Il y a plusieurs studios. Pour faire simple, il y a le studio HD, des jeux HD console, et aussi une partie de jeux mobiles. Ok, jeux mobiles. Et tu as quitté l'industrie du jeu vidéo il n'y a pas hyper longtemps, du coup, pour te lancer vraiment uniquement en tant qu'illustrateur jeunesse freelance. C'était il y a 8 ans, à peu près. Ah, il y a 8 ans quand même. Oui, donc ça fait quand même un petit moment, ouais. Tu réalises beaucoup de couvertures aussi et d'illustrations pour des albums jeunesse, des jeux de plateau. J'ai mis le petit Dixit qui est juste là. Ouais, il y a eu Dixit, c'était là aussi. Ouais. Alors j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis Bande de Pirates, Le Clan du Chaudron et j'ai mis ton Dixit. Ouais. Il y en a eu plein d'autres, mais c'est une bonne sélection. Et après, tu réalises alors j'ai adoré moi. Merci. Tu réalises la série Brume. Ouais. Donc, du coup, avec Karine, ma conjointe, qui est aussi illustratrice. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en collaboration avec ta compagne qui est au dessin du coup, puisque toi tu es au scénario et à la couleur. Voilà, sur ça. Brume. Et du coup, c'est une série donc, qui va avoir une suite donc, après les 2 premiers tomes. On est actuellement sur le tome 3 qui va conclure cette première trilogie. Et comme ça marche plutôt bien et qu'on s'est vachement attaché à ce petit trio de personnages, on va continuer après, mais sur d'autres aventures. Ok, super. Alors voilà pour les présentations du coup, ce qui fait déjà pas mal de choses déjà de dites. Donc du coup, je vais revenir sur mes fameuses pattes. Pourquoi est-ce que j'ai donné des pattes à mes auteurs? Alors en fait, on va faire une petite animation tout au long de la fabrique. Cette animation, ça va consister à créer une map participative. Donc qu'est-ce qu'une map? Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est juste le mot anglais pour carte. C'est le mot qu'on utilise le plus souvent dans le jeu vidéo. On utilise une map, on ne dit pas forcément le mot carte. Et en fait, là, le but, en fait, on est parti d'un principe qu'on a trouvé tout simplement sur TikTok. En fait, on a trouvé quelqu'un qui faisait des fonds de cartes aléatoires avec des pâtes, du riz ou d'autres choses, des cacahuètes, des choses comme ça. Et en fait, le principe, c'est d'étaler les pâtes sur une feuille, de les placer un peu de manière aléatoire, d'en tracer les contours. Et comme ça, on a un fond de cartes aléatoire qui nous permet ensuite de rajouter des choses. Le but, c'est de vous faire participer un petit peu. Donc, ceux qui étaient venus en disant « je vais me mettre au fond de la salle et je vais peut-être dormir à un moment », c'est raté, je vous le dis tout de suite. Donc, du coup, le principe, ça va être de faire quelques propositions aux auteurs pour qu'ils puissent, en fait, au fur et à mesure de la conversation, rajouter des petites choses sur leur carte et qu'on ait, à la fin du format, une petite carte participative, en fait, créée tous ensemble. Le but, c'est de vous donner un aperçu, alors très, très, très simplifié, mais un aperçu du travail de directeur artistique, puisqu'on va en reparler, vu que tous les trois, on l'a dit tout à l'heure, ont été directeurs artistiques à un moment de leur carrière, ou le sont toujours. Et en fait, le travail de directeur artistique, en quelques mots, ça consiste à mettre en place l'univers graphique d'un jeu vidéo et de s'assurer de sa réalisation avec des équipes. Généralement, on ne part pas d'une feuille blanche, on a quand même quelques contraintes. Donc c'est pour ça que moi, je leur ai mis des petites difficultés de départ, donc avec un fond de carte aléatoire. Et on va aussi leur faire, là, on va passer à une étape de choisis ton arène. Vous savez, dans les jeux vidéo, quand on doit choisir le lieu sur lequel on va combattre, et bien là, tout simplement, je vais leur faire choisir le style dans lequel ils vont dessiner. Donc, donc du coup, Nicolas, tu t'essayes pas, tu t'essayes pas à la pratique? Parce que Nicolas, du coup, est principalement devenu scénariste depuis, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de graphisme, donc du coup, il était je voudrais pas casser l'ambiance, un mais peu moins partant sur le côté graphisme. Bon, c'est pas grave, du coup, on aura quand même Florent et Jérôme en battle, du coup. Je l'ai laissé se battre. Non, allez, on avait promis, allez, les gars. on avait promis que ce serait pas une compétition et que ce serait bon enfant. Ça va le rester. T'as pas tenu ta promesse? Non, déjà, ça commence mal. Donc du coup, on va passer à l'étape choisis ton arène. Donc Jérôme, je vais te laisser peut-être choisir en premier. Tu as plusieurs styles. À toi de nous dire lequel te convient le mieux. C'est facile, hein. Moi je vais prendre fantastique. Tu prends fantastique? Ouais, je peux préciser fantastique? Ouais, vas-y. Sorcière. Sorcière, ok, ça marche. Là, tu triches un peu quand même. On en fait qu'une arène. Pas de la triche, c'est pas de la triche. On fait qu'une arène. Comment? On fait qu'une arène. Ouais, je pense. Après, à moins que vous ayez envie d'en faire plusieurs, hein, mais on participe tous à la même arène, c'est ça? Non, pas forcément. Jérôme Chacun était la parti sienne. pour choisir lui-même. Toi, je crois, Florent, je sais pas si t'es toujours C'est parti. bien fantastique. Non, c'est bien fantastique. Ah non, on prend la Ok. même alors. Ok, bon bah on va rester sur du fantastique alors. Donc voilà, n'hésitez pas, vous le public, à faire des propositions. Donc il y a des petites jarres qui sont juste devant. Vous avez 3 catégories. Vous avez bâtiment et construction.
Vous avez créature et être vivant, et vous avez nature et végétaux. Donc il y a la jeune demoiselle qui est juste ici, qui a les petits papiers à vous distribuer. Donc si vous avez des propositions à faire, vous lui faites un petit signe de la main, vous écrivez votre proposition, elle viendra les mettre dans les bocaux, et les auteurs, au fur et à mesure, vont piocher pour aller rajouter des petits éléments. Par contre, juste un petit truc avant de commencer, ne demandez pas un château du 15e avec 15 tourelles et 2 ponts-levis, ça va pas être possible. En 1 heure, ça va être très très compliqué. Donc déjà, les auteurs vont faire ce qu'ils peuvent. En 1 heure, ça va être rapide. Donc je leur ai demandé des petits croquis, des choses comme ça, pas forcément des dessins très aboutis. Donc voilà, essayez de rester sur des propositions qui sont relativement simples à faire. Et puis on va vite démarrer, alors je ne sais pas quelle heure il est, ça fait déjà un petit moment qu'on a démarré cette fabrique, on va aller au cœur du sujet. Et on va démarrer, je vais peut-être commencer par laisser la parole à Jérôme, puisque j'ai utilisé donc une slide d'un workshop que tu utilises pour expliquer le métier de DA. Ouais. Et est-ce que tu peux du coup commencer pour nous expliquer ce qu'est un directeur artistique et comment on le devient du coup. Déjà, je vais contextualiser un petit peu cette chose-là. Ouais. Je l'ai fait donc il y a un moment. Et je précise que le monde du jeu vidéo, il évolue très vite. Donc il est très probable que certaines choses Ça correspond plus tout à fait, ouais. ne soient plus forcément d'actualité. Et j'ai fait cette présentation pour des étudiants qui voulaient devenir directeurs artistiques. Et c'était à l'époque où j'étais à Ubisoft, j'intervenais parfois dans les écoles. Ok. Voilà. Et donc tu veux que je commente cette slide en particulier ? Dis-nous qu'est-ce qu'un DA, du coup, si tu peux expliquer rapidement au public, alors le directeur artistique, c'est le garant de tous les assets graphiques qui vont être produits pour le jeu. Alors, ça regroupe pas mal de choses, ça va être classiquement les décors, l'environnement, les personnages, mais aussi l'interface graphique, tout ce qui fait l'identité visuelle d'un jeu. Et son objectif, c'est de faire quelque chose qui soit facilement identifiable, qui soit dans le ton de l'univers qu'on veut mettre en place. Et tout au long de la production, il va s'assurer que les assets produits respectent cette direction artistique. Et il va par exemple produire une Bible qui synthétise tout ce qu'on doit respecter pour garantir cet objectif graphique dans le jeu vidéo, pour faire simple. Et cette slide-là, c'était pour montrer classiquement comment on pouvait devenir directeur artistique. On est rarement parachuté en tant que débutant directeur artistique. On suit une progression. Et ça, c'est un exemple de progression qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. On va débuter en tant qu'artiste junior. Quand on a un peu plus de bouteilles, on devient artiste senior. On peut être lead artiste, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe d'artistes avec nous et on va les leader, être leur guide. Ensuite, à partir de là, on pourrait éventuellement passer directement directeur artistique, mais on peut aussi être l'assistant du directeur artistique, l'aider dans ses tâches et enfin devenir directeur artistique. Voilà, c'est un schéma, un parcours un peu classique qu'on peut avoir au sein d'une société, notamment comme Ubisoft. Et potentiellement, il n'y a pas d'autre manière d'accéder à ce métier-là ? Si, parce que dans les grosses sociétés, on va monter les échelons plus progressivement. Mais si je prends l'exemple, moi, de ma première expérience à Lexis Numérique, on est beaucoup moins nombreux et on peut très vite prendre des responsabilités beaucoup plus tôt. Donc moi, j'ai été directeur artistique. Je suis passé de artiste junior presque à directeur artistique, mais c'est très particulier. C'est des petites structures, on n'est pas nombreux et on a besoin très vite de prendre des responsabilités et d'être un peu touche à tout. Mais c'est particulier. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire, du coup, est-ce qu'il y a 20 ans, du coup, est-ce que c'était déjà comme ça, du coup ? Est-ce qu'on accédait au métier de DA de cette manière-là ? Est-ce que c'était à peu près pareil ? Est-ce que ça recouvrait les mêmes missions ? Est-ce qu'un DA, c'est la même chose qu'aujourd'hui ? Moi, quand je suis rentré dans le jeu vidéo, c'était pas encore très professionnel. Ok. C'est-à-dire qu'on pouvait, si on en avait l'envie, il fallait quand même un peu dessiner tout ça, mais on sortait pas d'école, ce qui est après devenu un truc plus professionnel. Donc moi je suis rentré en tant qu'artiste, en tant que graphiste, sur des jeux 2D qui étaient sur la Super Nintendo, où on me demandait de faire des animations hyper succinctes. Donc, comme je dessinais un petit peu et que j'aimais ça, j'ai pu m'adapter et faire ça. Mais le parcours est
Et c'est tout à fait ça, même si moi je suis rentré, on va dire, artiste junior, mais comme j'étais un peu le seul dans la boîte, j'ai vite... et puis alors, les années passant, ça s'est professionnalisé très rapidement, et moi j'avais plus le niveau, en fait. On faisait venir des animateurs professionnels qui venaient du dessin animé, et rapidement, moi voilà... En revanche, j'avais un œil, et puis comme j'étais vraiment spécialisé sur les licences franco-belges, que je connaissais très bien, voilà, moi je suis devenu directeur artistique sur des licences, mais le terme, enfin pour moi le terme, il est je ne vais pas dire qu'il était galvaudé pour moi, mais j'avais juste, entre guillemets, à faire respecter la charte de ces licences. La charte existait déjà, c'est pas moi qui ai créé des chartes d'Astérix et des Schtroumpfs. Oui, ça, en gros, je devais faire respecter l'univers et que les jeux ressemblent qu'Astérix ressemble à Astérix et que des Schtroumpfs ressemblent à des Schtroumpfs. Oui, le métier de caricaturer. Sur une licence, c'est beaucoup plus contraint. Je le dis un peu en plaisantant, mais parfois on travaillait avec des équipes qui étaient entre guillemets moins bonnes que d'autres, parce il y avait beaucoup de jeux produits à cette époque chez Infogrames, et on faisait travailler des sociétés partout dans le monde. Donc on avait des sociétés en Hongrie, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et le problème, c'est que, pour dire les choses clairement, il y en avait beaucoup moins bonnes que d'autres. Donc des fois, on se retrouvait avec des équipes qui graphiquement n'avaient pas le niveau, quoi. Donc il fallait trouver des solutions. Moi, mon travail, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais pompier de service, c'est quand j'arrivais à une société où je me rendais compte que les animateurs étaient vraiment pas bons, il fallait que je trouve des animateurs ailleurs qui allaient se greffer sur ce jeu. Voilà, c'était ce genre de problématique que j'avais. C'est pour dire d'assurer la qualité en fait, voilà, au final du travail. Il fallait que, d'autant que c'était moi qui allais après présenter les jeux aux licenceurs, quoi. Donc j'avais intérêt à... que ça soit fidèle, ouais. Donc voilà. Mais le cheminement, c'était quand même ça. C'est resté le même. Parce que au bout d'un moment... et puis c'est selon la volonté des gens. Il y a des artistes qui préféraient rester artistes et qui ne voulaient pas s'occuper de gérer des équipes, quoi. Enfin, voilà. Mais globalement, c'est ça. C'est ça, ok, très bien. Florent, du coup, je vais me tourner vers toi, puisque toi, tu exerces aussi un métier qui est peut-être un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un directeur artistique et un directeur créatif ? Alors, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait directeur artistique pendant plus de 20 ans et directeur créatif pendant plus de 10 ans. Le directeur créatif, il est responsable du projet. C'est en gros l'équivalent d'un réalisateur au cinéma. Donc il va travailler avec tous les corps de métier du projet et c'est lui qui porte la vision. Donc dans une industrie comme le jeu vidéo, on ne fait pas son jeu. On amène de soi, de son expérience pour faire un jeu, et c'est le jeu de l'équipe. Et le jeu de l'équipe qui est validé par la direction qui paye le jeu. Donc c'est un contexte industriel, c'est pas évident. Moi je me voyais vraiment comme un artiste dans un milieu industriel. J'étais toujours en train de lutter pour faire des choses originales et créatives. Autrement dit, j'emmerdais tout le monde. Et aujourd'hui, je fais de la BD, je suis un industriel dans le milieu artistique. C'est pas mal. Donc le directeur créatif, il est au casting avec les acteurs, il va présenter le projet, il va défendre le projet auprès de la direction. Il peut se faire prendre en étau parfois même entre l'équipe et la direction. Si l'équipe ne comprend plus ce qu'elle fait, parce que c'est pas évident, quand on a 400 personnes à gérer, notamment sur un Assassin's Creed, à un moment donné, les gens ne savent plus forcément ce qu'ils font parce qu'ils sont dans des silos. Ils travaillent, je prends un gameplay programmeur qui s'occupe de coder les actions des personnages et il ne sait pas en fait quel est le personnage qu'il est en train de coder. Donc c'est à nous, directeurs créatifs, de régulièrement représenter l'ensemble du projet, de motiver tout le monde pour que l'énergie soit seule et unique et qu'au final on ait un jeu qui se tienne. Parce que ce qui est dingue, et moi ce que j'ai appris avec les années, c'est que toute cette énergie qui est entre les gens, si elle est bonne, elle se sent dans le produit fini. Et si ça marche pas, ça se sent aussi. Donc ça, c'est dramatique. Et j'ai eu la chance, moi, de travailler avec des gens super à Montpellier. C'était une équipe géniale. On n'a même pas besoin de se parler, ça marchait. Les Lapins Crétins, par exemple, on a fait ça en 4 mois. La journée, on faisait du design, on bossait. Le soir, on faisait du design et la journée, on produisait. Et à aucun moment, chacun de nous est allé voir ce que faisait l'autre avec son équipe parce qu'on était en totale symbiose.
C'est autant le côté du coup créatif que le côte humain à gérer du coup dans ce métier-là. Il faut créer une synergie, c'est ça, entre toutes les... Exactement, et c'est ce que je voulais dire. Je voulais réagir sur 2 choses. Dans directeur artistique, il y a directeur. Ça fait peur au début. C'est sûr. Parce que quand on a un peu la fibre artistique, on a envie un peu de porter des émotions. Et directeur, c'est pas que des émotions, c'est aussi vachement de rationnel, de direction humaine. Donc on travaille avec des gens, il faut faire attention à ces gens, il faut qu'ils se sentent bien, il faut leur laisser de la liberté. Enfin, il y a tout un tas de choses très importantes à apprendre aussi quand on est directeur artistique. Et ensuite, il y a tout le côté artistique et le côté créatif. Et la concurrence, elle est rude quand on est dans une boîte, quelle qu'elle soit, que ce soit en indé, où il y a 1 milliard de jeux qui sortent par an, ou chez Ubisoft, où on met 200 millions sur la table et il faut faire un jeu qui va devoir rapporter des sous. Donc on fait de l'artistique, mais il y a énormément de concessions à faire. Ça comprend toute une autre dimension. Ouais. Ok, justement je vais passer, tu parlais là du travail en équipe, donc j'ai gardé pareil une slide que tu m'as envoyée sur la composition d'une équipe, c'est ça c'est très simplifié. Hein. Oui. Très simplifié. J'avais fait ça pour des collégiens quand on m'a demandé de venir dans le collège d'une de mes filles. Et donc du coup oui voilà, dans le monde du jeu vidéo, le travail graphique est extrêmement différent que dans le milieu de la bande dessinée. Parce que après ça dépend comment on travaille, mais généralement le dessinateur de bande dessinée il est seul donc sur son album, tandis que dans le jeu vidéo il y a une équipe et il y a des étapes à respecter. Et donc du coup je vais peut-être te laisser en parler un petit peu. Alors il y a plein d'étapes et il y a énormément de corps de métier différents et énormément de sensibilités différentes. C'est ça qui est terrible. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se parler parce qu'ils ont des manières de penser complètement opposées. Et c'est assez drôle. Donc à la tête du projet, vous avez un directeur créatif et un producteur. Le producteur, il est là pour faire en sorte que le jeu se fasse. Il a la bourse ou la vie, c'est lui. Le directeur créatif, il est là pour s'amuser. Il a un boulot cool. Hein, c'est super détendu, c'est sympa. Et après, il y a énormément de corps de métier. Donc le game director a un rôle extrêmement important puisqu'il est responsable de toutes les règles de gameplay. Et ensuite, ces 3 personnes qui communiquent beaucoup et qui doivent être en symbiose vont s'occuper de toute la team qui est en dessous, qui eux-mêmes après ont des managers dans l'équipe plus une équipe complète. Et sur un jeu comme Assassin's Creed, ça peut monter jusqu'à 1000 personnes sur 5 ou 6 sites différents. Donc non seulement c'est des sensibilités différentes au sein de l'équipe, c'est-à-dire la manière de penser quand vous avez un ingénieur, un artiste, un level designer, c'est pas forcément les mêmes façons de penser. Et en plus, vous avez des cultures différentes. Donc c'est fun, hein, c'est très fun à régler. Et donc tu disais, ces équipes, elles ne se rencontrent pas forcément toujours ? Alors physiquement, elles ne se rencontrent pas toujours parce que par exemple, les équipes de test chez Ubisoft en Roumanie, on ne les voit pas, on leur parle mais on ne les voit pas. On demande souvent du renfort sur le graphisme parce que c'est externalisable facilement. J'ai besoin de faire des bagnoles, je te donne un gabarit, tu me fais 70 bagnoles. Et donc on a un studio qui nous fait 70 voitures. Okay. Donc ça s'externalise facilement. Ce qui ne s'externalise pas ou difficilement, c'est tout ce qui va être règles de gameplay, de game design. Où là, c'est les règles du jeu. Et là, on est vraiment dans le ressenti, le feeling. Il faut que ce soit maîtrisé sur place par les gens qui font le jeu. Parce que le jeu vidéo par rapport à une BD, la BD, on a un contrôle sur ce qu'on raconte, on a le rythme, on le maintient et on contrôle total. Un jeu vidéo, on va donner des outils à un joueur qui va faire ce qu'il veut avec et qui peut tout péter. Donc nous, on va essayer de prévoir un maximum de choses, mais en général, dès qu'on fait les premiers playtests, c'est la cata. La catastrophe. Ok, du coup, Jérôme, on va peut-être te repasser rapidement le micro. Je vois que tu étais sur un magnifique dessin. J'ai choisi, moi je suis parti. Ouais. Ah, t'as choisi, t'as choisi ton premier. Le donjon du vieux sorcier Zmragadok. Ah, du coup, on va pouvoir laisser Florent piocher son premier papier. Jérôme, est-ce que tu peux peut-être nous parler, et puis après on laissera aussi un petit peu la parole là-dessus à Nicolas. Sur justement les synergies entre non seulement entre les postes, mais aussi entre les étapes, c'est-à-dire le graphisme dans un jeu vidéo. À quel moment est-ce qu'il intervient ? À quoi est-ce qu'il est soumis ? Ou qu'est-ce qui est soumis au graphisme dans le jeu vidéo ?
Alors, le gameplay, par exemple, je suppose que ça a beaucoup d'influence sur le graphisme. Oui, dans le jeu vidéo, il y a une phrase qui tournait beaucoup, c'est « gameplay first ». C'est-à-dire c'est le gameplay qui prime, et pas l'inverse, c'est pas l'univers graphique qui va induire le gameplay. On choisit un gameplay et nous, on s'arrange pour que l'univers graphique, outre être le plus beau possible, doit être cohérent avec le gameplay qu'on va proposer. Et ça apporte énormément de contraintes dans la production graphique, en fonction du style de jeu déjà. Plateforme, monde ouvert, pas ouvert, narratif, pas narratif, enfin tous les genres de jeux qui existent. Tout ça, ce sont des contraintes qui s'additionnent, qui sont assez énormes, et on doit en tenir compte, et c'est une des difficultés pour monter un univers graphique. Ouais. Du coup, on en parlait justement tout à l'heure quand je vous ai fait choisir votre style graphique. Ce qui est un peu particulier avec le monde du jeu vidéo, c'est qu'il faut savoir dessiner un peu dans tous les styles, du coup. Oui, alors savoir, c'est pas forcément, on n'arrive pas avec la possibilité, les capacités. En tout cas, moi, c'était pas mon cas, d'être capable comme ça, sans préparation, de dessiner n'importe quel univers, dans n'importe quel style. On a des styles de prédilection. Et après, oui, on doit s'adapter au style qu'on nous propose. Et pour ça, par exemple, en ce qui me concerne, ça passait par une recherche de documentation assez importante et d'exercices préalables pour rentrer dans l'univers et être capable de proposer des dessins intéressants dans n'importe quel style. Et effectivement, quand on passe, je sais pas moi, d'un jeu de voiture à un jeu de cartes ou un jeu d'aventure dans un univers fantastique, c'est le grand écart, ou même la tranche d'âge. Moi j'ai commencé par le ludo-éducatif, où j'ai fait des jeux pour les tout petits, où je faisais des décors à la gouache très colorés, et puis j'ai fait un Red Johnson Chronicle ou un In Memoriam qui parlait d'un tueur en série en prise de vue réelle. Enfin, voilà, on est sur des styles très différents. Ouais. Moi, j'ai abordé énormément de styles très différents. Ouais. Ok. Du coup, je ne sais pas si Nicolas, tu as quelque chose à rajouter sur cette partie. Non, pas spécialement. Non, rien de plus. Non, parce que moi, j'ai pas le même. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est différent en fait, parce que j'étais vraiment sur ces licences tout le temps. Ouais. Du coup, il n'y avait pas de savoir dessiner enfin un peu, mais de savoir dessiner tel ou tel personnage. Nous, on travaillait avec les albums ouverts devant nous. C'est ce que j'allais dire, comme on disait tout à l'heure, le fait d'adapter des licences, du coup, c'est un travail qui est beaucoup plus contraint, je pense, de ce côté-là, parce que vous avez vraiment une charte à respecter. Alors, c'était toujours la problématique qu'on avait, c'était selon le licenceur. Parce qu'on avait des licenceurs plus embêtants que d'autres, pour ne pas les nommer Moulinsart. Quand on a fait Tintin, c'était vraiment très compliqué. Bon, mais Astérix et les Schtroumpfs, on avait en face de nous des gens qui étaient plutôt bienveillants. Il y avait pas de, ils étaient plutôt époustouflés par ce qu'on faisait. C'était vraiment le début du jeu. Hein. On parle de jeu en 2D, il n'y avait pas la 3D. Enfin, on parle du début des années 90. Donc quand on arrivait avec les Schtroumpfs et les licenceurs qui pouvaient jouer avec le personnage, c'était la première fois pour eux. Hein. Oui, parce que du coup, c'est un peu, faut réadapter, je suppose, un peu l'univers quand même, parce que quand on passe d'un album de bande dessinée à un jeu vidéo, je pense qu'il y a des choses. La chance qu'on a eue sur les premiers jeux, c'est qu'ils nous ont pas demandé d'adapter un album en particulier. Okay. Donc on pouvait, on prenait des éléments. Alors pour les Schtroumpfs, la forêt, c'est toujours un peu pareil. Hein, la forêt, le barrage, machin. Et puis pour Astérix, il fallait le faire voyager un peu. D'accord. Voilà. Mais ils ne nous demandaient pas reprenez tel ou tel album. Ce qu'a fait Moulinsart d'ailleurs. Moulinsart, il voulait absolument qu'on colle aux albums. Mais d'une manière, ils ne comprenaient pas bien ça les embêtait qu'on sorte des albums. Or, le principe même du jeu, comme tu disais tout à l'heure, c'est que le joueur va un peu faire ce qu'il veut. Et ça, Moulinsart, ils n'aimaient pas. Ok, ouais. Mais du coup, donc il y avait il y avait des vrais conflits. On leur expliquait que Tintin, à un moment, il
il va pas forcément faire comme dans l'album, puisque non, voilà. Alors il disait non, il faut qu'il fasse comme dans l'album. Alors on dit mais... non, ça va pas être possible. Donc c'était compliqué et ça a donné des jeux quand même assez moyens pour le coup. Okay, on peut le dire maintenant, mais les jeux de Tintin, il y a dans le milieu, il y a Tintin au Tibet qui est connu pour être une catastrophe à jouer, qui est hyper dur à jouer, enfin, et qui est pas très intéressant en termes. Il y a toujours cet exemple, je cite toujours cet exemple, mais à un moment, on devait reprendre une scène je crois que c'est l'île Noire, où Tintin se prend un râteau, il marche sur un râteau, il se prend un râteau comme ça. Bon. Et comme on ne pouvait pas sortir de ce truc-là, le gameplay, c'était que Tintin devait éviter plein de râteaux. Donc c'était ridicule en fait. Donc le jeu, c'est ça, à un moment, vous savez, c'est les jeux en 2D, là, ça scrollait, et il y avait plein de râteaux, il fallait qu'ils sautent par-dessus les râteaux, sinon ils se prenaient le râteau. Et nous, on était effondrés, enfin, on était obligés. Et eux, ils avaient dit non, mais c'est très bien parce que c'est comme dans la BD, quoi. Ok. Bon, au moins ça colle, quoi. Donc voilà, on avait des... Alors moi déjà, à l'époque, je me souviens, j'étais déjà un peu en retrait par rapport à certains jeux. Comme il y avait beaucoup de jeux qui étaient produits, je ne vais pas dire qu'on pouvait choisir sur lesquels on travaillait, mais il y en a certains, moi j'ai vite compris que celui-là, il fallait prendre un peu de distance. Mais j'ai un copain qui a beaucoup travaillé dessus, on se moque encore de lui 30 ans après. Enfin, je veux dire... Et donc du coup, les éditeurs, quand vous avez des choses un peu originales à créer quand même pour certains jeux, c'est-à-dire des choses qui ne seraient pas forcément dans la BD, est-ce que les éditeurs de bande dessinée avaient un regard du coup là-dessus Ouais, j'ai un exemple là-dessus, alors c'est plus tard. C'est quelques années plus tard, j'ai écrit le scénario d'un Astérix qui s'appelait Astérix XXL. Et là, c'était une création originale, c'est-à-dire que j'ai écrit un scénario vraiment qui avait aucun rapport avec les albums. Ouais. Et les concepteurs du jeu, à l'époque, ils nous avaient dit ils voulaient moderniser Astérix et Obélix. Alors là, on se dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? Et ils avaient créé on avait redesigné un peu les personnages, tout en sachant qu'il fallait aller voir Uderzo après pour lui faire valider, quoi. Alors comment on modernisait Astérix et Obélix? Les ailes du casque d'Astérix qui sont en plume, enfin a priori, ils étaient en fer. Obélix, il avait des poignées de force. Il avait une ceinture qui brillait de mille feux, enfin voilà. Et du coup, on est allé au charbon en se disant bon, ils vont jamais accepter. Ah non, ils vont jamais accepter. Et étonnamment, Uderzo a fait une seule remarque, c'est qu'on avait changé le pantalon d'Obélix. Et là, il a dit, le reste, ça passait, et le pantalon d'Obélix, il fallait pas le changer, quoi. Donc on avait remis le pantalon d'Obélix, et puis on avait des effets, justement, le titre c'était XXL, c'est que quand il donnait un coup de poing, ça faisait presque un effet de bombe atomique, c'était juste énorme, quoi. Okay. Mais ce qui était assez marrant du point de vue d'Uderzo, c'est que Uderzo, à l'époque, il connaissait pas les jeux. Et quand on lui avait proposé tout ça, il avait dit, moi, écoutez, ce qu'on va faire, il n'a pas dit non tout de suite, mais il a dit un truc super intelligent. Il a dit, je vais montrer votre démo à mon petit-fils. Et il est revenu une semaine après. Il n'y a pas de meilleur public, et il a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Parce qu'en fait, son petit-fils avait fait, waouh. On a eu la validation du petit-fils. Ouais. Donc ça, c'était drôle, quoi. Et il avait dit, ok, allez-y. Parce qu'on avait un peu, on lui avait dit, écoutez, le premier film venait de sortir, et quand on regarde le premier film avec Depardieu et Clavier, ils ont pas exactement les mêmes habits. Et on lui avait dit, eux, ils ont fait Astérix en film, nous, on va faire Astérix en jeu vidéo. Et ça va pas être exactement pareil que dans la BD. Ok, très bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette précision. Du coup, vu que le temps tourne, quand même, on va passer rapidement aux étapes de travail pour un DA en particulier. Jérôme, je repasse au vous. Tu m'avais envoyé quelques slides avec des étapes. Je ne sais pas si vous pourrez tous les trois réagir sur les slides, parce que c'est des étapes de travail qui sont un peu pareilles pour tout le monde. Ouais. On va passer les premières. Du coup, est-ce qu'on peut repasser sur l'écran? Merci beaucoup, la technique.
Hop. Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle étape de travail il s'agit? Oui, ça c'est ce qu'on appelle les mood boards. Donc pour un jeu, pour dégrossir un petit peu le travail de la direction qu'on veut prendre graphiquement dans un jeu vidéo, on passe par une phase où on se dédouane de la pression du dessin, du rendu, de la technique, et on va venir piocher des éléments qu'on trouve un petit peu partout, soit des photos qu'on prend, des images glanées sur Internet, parce que c'est du travail en interne, hein, je précise, c'est pas des choses qui sont diffusées, c'est vraiment en interne pour dégrossir le travail et pour savoir globalement la direction qu'on privilégie, et on peut être amené à en faire plusieurs des moodboards pour explorer plusieurs pistes très rapidement. Et ça, c'est un jeu qui n'a pas abouti, malheureusement. Petite parenthèse, quand on travaille surtout dans les gros studios où les enjeux financiers sont très importants, on travaille énormément sur des pré-prod, sur des envies qu'on a de jeu, et en fait, il y a un faible pourcentage qui va au bout. Ouais. Donc le métier pour ça peut être un peu frustrant. C'est qu'on peut passer énormément de temps à développer un univers et à n'importe quel moment on peut nous dire non, finalement on ne va pas le faire. Pour des raisons financières, pour des raisons marketing, enfin il y a plusieurs raisons à ça. Quand vous présentez ces jeux-là, vous arrivez juste avec des moodboards, c'est ça? Non, ça peut aller beaucoup plus loin. Le moteur de jeu peut être avancé, on peut avoir des premiers niveaux jouables, ça peut être qu'il est très tardivement. D'accord. Ouais. Donc ça fait beaucoup de travail. Ouais, et ça fait, moi, sur les 5 ans que j'ai passé à Ubisoft, je crois que j'ai amené au bout 4 jeux. Sur combien, pitié? Sur plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Ok, ouais, donc ça fait moins de la moitié qui finit par être développé. C'est ça. Et ça, c'était une moodboard sur un jeu survivaliste qui se passe dans un univers froid. On pensait à l'époque utiliser la licence Far Cry. Ouais. Et c'est la moodboard générale, c'est-à-dire qu'on va placer des éléments qui posent un petit peu la palette de couleurs, les premières intentions de graphisme avec l'interface graphique. Ça, c'est l'interface graphique. Où on s'inspirait du tatouage, on donne l'ambiance. Il faut qu'en un clin d'œil, on ait l'ambiance globale, la palette, le ressenti de notre idée de direction artistique. Du coup, vous allez piocher un peu des idées, vous mettez des éléments à droite, à gauche des éléments. Et puis juste pour dire d'avoir une ambiance en fait. On fait un montage et quand on ouvre la slide, on se dit ok, on voit à peu près où vous voulez aller sur la direction artistique. Donc là, on avait une dominante de blanc pour le côté froid, de noir et d'interface graphique qui rappelle un petit peu le tatouage, et le rouge à la fois pour le sang et des éléments d'interface qui soient immédiatement identifiables et visibles. Et là, j'en ai mis une un peu différente du coup. Ah, voilà, c'est pour montrer qu'on passe d'un univers complètement différent d'un univers à l'autre. C'était un petit jeu qu'on avait imaginé sur mobile, qui était très cubique, avec des maps qui se construisent toutes seules, enfin aléatoires. Et là, on changeait complètement d'univers. On passe d'un univers un peu cute, coloré. Voilà. Ok. Je ne sais pas si Florent, Nicolas, est-ce que vous voulez rebondir sur l'étape des moodboards ou est-ce qu'on passe à la suite? Est-ce que je rebondis sur l'étape des moodboards? Vous en étiez où, les moodboards? On expliquait ce qu'était un moodboard, à quoi ça servait, comment est-ce qu'on le construisait. Moi, j'ai utilisé le moodboard comme première étape. C'est-à-dire, on n'a pas encore produit nos images, mais on est obligé de donner... C'est la première direction, en fait. Ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être des objets. C'est tout ce qui va aider tous les corps de métier à se projeter dans le projet qu'on est en train de faire. C'est excessivement utile pour l'équipe. En général, les gens qui sont dehors de l'équipe détestent ça. Parce que, entre guillemets, tout le monde peut le faire, donc on s'en fout. On veut voir des trucs originaux. On s'en fout du moodboard. Okay. Alors que c'est fondateur. On faisait même, nous, des vidéos moodboard qui étaient super pour le rythme. C'est pareil, ils s'en foutaient. C'est pas intéressant. Alors que nous, on trouvait ça absolument génial parce qu'on choisit une musique, on pose un rythme, on va choisir des acteurs spéciaux qu'on va choper dans des films. Et tout ça nous permet déjà de nous projeter assez facilement, pas très cher, sur ce qu'on veut faire. Ensuite de ça, on va en extraire des premiers matériaux qui vont nous servir à faire les premiers concept art. Mais vous en étiez peut-être pas là.
Comment ? Vous en étiez, vous arrivez à la phase de concept art. Je peux en parler ? Tout à fait. Il y a une slide ou... Je passe la slide. Désolé. Bon bah ils sont beaux ces concept art, mais... Ah bah voilà, c'est normal. Alors il y a beaucoup de concept art qui ne voient jamais le jour. J'en ai plein sur des disques durs, c'est normal. Donc le concept, c'est... il y a plusieurs types de concept art. Il y a le concept art qui est purement du mood, l'ambiance, des couleurs, des volumes. Pour se projeter un petit peu dans le genre d'univers, le goût qu'on va donner à notre univers. Et après, il y a des concept art qui sont beaucoup plus techniques, qui sont des concept art qui vont nous servir à créer les décors avec les level designers. Les level designers, ce sont les gens qui posent le gameplay dans les décors. Et on a besoin de s'entendre entre les graphistes, entre guillemets, qui font du papier peint, comme on dit. Vous mettez le papier peint et les lumières, nous on fait le jeu, ok ? C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, quand on a des concept art un peu précis sur les environnements qu'on fait, ça rassure tout le monde. Ça nous rassure. Alors, c'est de courte durée parce que dès l'instant qu'on modélise, les concept art ne servent plus à rien parce qu'on a fait autre chose. Donc, et c'est ce que j'allais dire, ça permet aussi de contraindre entre parenthèses, c'est-à-dire de fermer les portes de l'univers. On ferme jamais. On ferme jamais. En fait, en conception, il faut savoir qu'en conception, il n'y a rien de fermé, tout peut péter tout le temps, tout peut changer. Okay. Une fois que tu passes en prod, tout peut péter, tout peut changer. Et une fois que tu es en debug, que le jeu va sortir, tout peut péter, tout peut changer. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc non, même en fait, passer par ces étapes. Alors, j'exagère un peu parce que la dernière étape, évidemment, quand le jeu va sortir, on debug, c'est terminé. Normalement, on ne peut plus rien changer. Mais comme c'est un jeu vidéo, que c'est interactif, tu fais tester ton jeu à des nouveaux joueurs qui vont te le casser en deux. Et tu te rends pas compte qu'en fait... Bah oui, en tout cas, il ne faut pas tout refaire, mais il faut reprendre les points qui sont critiques et problématiques. Okay, ouais. Ou alors tu envoies ton jeu à quelques journalistes qui le testent et qui font des retours pas forcément positifs parce qu'ils n'ont pas compris telle ou telle chose et il faut absolument retoucher sa copie. On ne peut pas se permettre de sortir quelque chose de moyen. Voilà. Okay. Nicolas, est-ce que du coup ces étapes-là, elles étaient déjà présentes à ton époque ou pas? Non. Toutes ces étapes, tout le mood board, non, tout ça, c'était pas... Ouais, de quelle époque on parle de quelle époque de exactement? quelle époque? Alors, on parle du tout début des années 90. Ah oui, c'est pas si vieux. Moi j'ai commencé en 97. Moi c'était 80, j'ai commencé en 92. Non, bah, moi, vu que les jeux sur lesquels on travaillait, c'était on avait des albums, c'était ça, il faut faire ça. Faut que ça ressemble à ça. Même pour les jeux qui n'étaient pas forcément issus de licences bande dessinée, il n'y avait pas forcément ces étapes-là? Après, si, mais faut que je me souvienne parce que c'est vieux pour moi. Moi, je peux dire un truc là-dessus. C'est les concept art et toute cette manière de décrire le travail qu'on a aujourd'hui n'existait pas il y a 20 ans. Ouais, non, c'est ça. D'accord. Ouais. Ça n'existait pas. Les premiers Rayman, les premiers Rayman, on les a fait donc directement dans le moteur. Ouais, voilà, c'est ça. On les faisait directement dans le moteur. Déjà, il y avait zéro expérience. On savait pas ce que c'était qu'un jeu en 3D. Les moteurs fonctionnaient pas. Ouais, c'est ça. Et on savait pas mettre des lumières, on savait rien faire. Et donc on faisait directement les choses dans le moteur, on était étonnés, ça tournait dans l'équipe, il y en a un qui sortait quelque chose, on le récupérait. Mais il n'y avait pas cette phase de concept, on se prépare, on y va, on fait le truc. Non, il n'y avait pas tout ça. C'est quelque chose qui est vachement professionnalisé en fait par la suite. Non pas que c'était pas professionnel avant, mais ça a pris des étapes. Non, c'était pas professionnel avant, on peut le dire. C'était vraiment. Il y a peu de monde. Ouais. D'ailleurs, on n'avait aucune expérience. En fait, c'était des gens on était des joueurs. On aimait le jeu vidéo. Moi, j'ai commencé par la BD il y a plus de 30 ans, mais j'ai arrêté parce que j'en avais marre de manger ça tous les jours. et donc, je me suis dit, je vais essayer de me trouver un boulot. Mais on n'était pas des pros en fait, on dessinait, il y en a qui animaient, mais on n'avait jamais fait de jeux vidéo, on ne savait pas ce que c'était. Donc, est-ce que c'est le fait aussi que peut-être le travail s'est vachement organisé en équipe étendue par la suite qui a amené à ce genre d'étape-là? On était déjà quand même avec des équipes de 50, 60, 80 personnes, donc on fonctionnait de manière très organique, c'était le bordel, beaucoup d'engueulades. Et après, on a structuré l'équipe. Moi, j'ai parlé d'Ubisoft, ça a grossi. Ubisoft est devenu énorme. Et donc, quand la boîte devient énorme, obligatoirement, tout se hiérarchise, tout se structure. Et puis, la concurrence, elle est rude. La concurrence s'organise, et notamment, surtout, les Américains qui, eux, sont quand même assez carrés.
Donc si on veut survivre, il faut faire comme les autres. Donc on se structure aussi, et puis voilà quoi. Ok, d'accord. Mais pour, tu sais, je ne sais pas si vous aviez vu tout à l'heure, il y a un jeu, Starshot, dont je t'avais le parlé. jeu Starshot, ouais. Voilà, c'était un des premiers jeux en 3D. Je sais pas où il est dans. Ouais, il est là tout ouais, là-haut. Un jeu qui n'a pas marché, mais on a quand même bossé 3 ans dessus. Et il y a eu une grosse phase de préparation. Ouais. Là, pour le coup, puisque c'était une création. Hein, donc, on a créé les personnages, les univers. Il y avait en fait, le jeu, c'était un cirque de l'espace. Et il allait de planète en planète. Et chaque planète avait une identité. Et tout ça avait été travaillé sur le papier avant. Hein. Là, il y avait eu un gros boulot de préparation. Ouais. Et en plus, à l'époque, je me souviens, on avait un peu cette chance. Ce jeu était un peu le petit bébé du patron Bruno Bonnel, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Et du coup, c'était un peu son bébé, on va dire. Et donc, on était très privilégiés à l'intérieur de la société parce qu'on était dans des salles où on a fait ce qu'on voulait pendant 1 an. Et où il y avait pas. Et à un moment, ils se sont réveillés parce que c'est exactement ce que tu disais. À un moment, les mecs se sont dit, mais attendez, il va falloir maintenant que le jeu il sorte. Hein. Mais c'est une autre époque, hein, vraiment. À côté de ça, ils faisaient d'autres jeux plus commerciaux, mais nous, on a eu la chance à un moment de travailler sur ce jeu. Liberté, ouais. Et c'était vraiment là pour le coup, c'était des bonnes années parce que on s'est bien marré. Mais quand la réalité nous est revenue en pleine face, tout d'un coup ils nous ont dit bon alors il sort quand ce jeu? Ah ben attendez, on savait pas qu'on avait une deadline. Et du coup voilà. Mais oui il y avait eu un gros travail de création qui était vraiment sympa à l'époque. Ok, très bien. Du coup, le jeu n'a pas marché. Le jeu n'a pas marché. Je vais revenir sur les étapes du coup graphiques, puisqu'il y en a une dernière là qu'on n'a pas abordée, que Jérôme avait dans ses petites slides. C'est le fake screen. Donc du coup c'est un faux écran de jeu, c'est ça. Ah. Ceci n'est pas un exercice. C'est bon, est-ce qu'il faut... Non, il ne faut pas qu'on sorte, tout va bien? Il n'y a pas le feu? C'est bon. C'est quelqu'un qui a volé une BD. C'est ça, tout à fait, ouais. Très efficace service de sécurité. Du coup, oui, donc l'étape du fake screen. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça, je ne sais pas si c'était pour le coup très répandu ou pas. Nous, en tout cas, c'est... donc on faisait le concept art, ça nous donnait la direction, mais pour aller plus loin, on faisait un écran au plus proche du rendu final qu'on souhaitait dans l'expérience de jeu, dans le jeu final. Donc on plaçait la caméra, on donnait une idée de la caméra du jeu. Donc là, dans l'exemple qui est affiché, c'est une vue de dessus. Et on commence à placer des éléments d'interface pour avoir une idée de l'expérience de jeu et de tout ce qu'on aura besoin de développer pour s'approcher au plus près de ce rendu-là in-game. Moi, sachant que je travaillais essentiellement au mobile, on avait un rendu assez 2D, assez pictural, et ça nous permettait vraiment, sans avoir besoin de passer par la 3D, d'avoir une idée précise du rendu final avant même de produire le moteur de jeu dans son entièreté, parce que ça prend énormément de temps et on ne voulait pas avancer dans le flou. Et pour se donner un objectif clair et précis, on faisait ce travail-là de fake screen. On commençait à placer ça changeait beaucoup au fur et à mesure de la production, mais ça nous donnait un objectif à atteindre. Et c'est une étape du coup qui est autant intéressante pour le gameplay que pour le graphisme en fait, puisque là du coup vous testez si ça marche. Ouais, on teste si ça marche et on teste la lisibilité, on voit, ça apporte plein d'informations, c'est très très utile. Ça nous aidait beaucoup de faire ça. Florent, est-ce que le fake screen tu utilises ou pas? Moi j'ai fait un peu de screen comme ça, c'était très utile pour tout ce qui est HUD, donc la user interface. Mais ce qu'on faisait, nous, surtout sur les projets, parce qu'on avait des gros projets, c'était de faire de la vidéo. Donc là, on faisait un truc de malade, ça coûtait une blinde. C'était de modéliser des personnages, modéliser des décors. Donc nous, on faisait la partie modée, on bossait avec un studio en externe qui allait faire une vidéo, un film.
Et on appelle ça un fake game footage. Donc en fait, c'est comme si tu jouais au jeu, c'est comme s'il était fini, mais c'est tout faux. C'est une version bêta. Voilà. Donc, mais par contre, je tiquais quand je t'entendais dire ça valide un peu du gameplay ou ça renseigne sur le gameplay. Non, parce que le gameplay, c'est vraiment quand tu as un pad dans les mains, quand tu joues, et quand cette perception-là, tu ne l'as que quand tu as le pad dans les mains. Tu as beau faire tous les fakes que tu veux, tu peux te planter, même avec 20 ans d'expérience. Donc il y a quand même des écueils évidemment que tu vas éviter, mais il y en a, tu te les prends en pleine face en te disant non c'est bon, on peut y aller, pas du tout. T'es mort. On te valide le gameplay. Donc oui, ça c'est super utile, et notamment pour toute la partie de l'équipe qui va se concentrer sur tout ce qui est menu, interface et les icônes, parce que c'est un sacré challenge aussi de faire comprendre un tas d'informations aux joueurs. Il rentre dans un jeu, il est habitué à manipuler son jeu d'une telle manière parce qu'il sort je sais pas, il vient de jouer à un jeu de combat, il est habitué à son truc et nous on lui propose une expérience différente. Comment on le fait passer cette nouvelle expérience? Il faut que ce soit limpide. Vite, oui, puis souvent on se cale sur ce que font les autres pour éviter qu'un joueur ait tout à réapprendre. Sinon c'est aussi l'enfer. Et après, il y a des choses qu'on a apprises aussi, c'est que quand tu commences à éloigner 2 boutons que tu dois toucher avec tes doigts comme ça, en général t'évites. Et puis en fonction de l'univers aussi, je suppose que le gameplay, du coup, il est plus ou moins le même. Alors, en fonction des univers, on a un peu les mêmes expériences de jeu, le même principe, du moins de départ. Ça dépend. Non, ça dépend. En fonction des univers, ça dépend où tu mets l'emphase. Tu peux avoir un jeu qui, dans son expérience gameplay, va ressembler à un autre. Par contre, tu vas changer complètement ce qu'on appelle le skinning, l'apparence du jeu, l'expérience, l'histoire que tu veux raconter. Ou alors, tu vas vachement t'inspirer d'un jeu qui existe, et puis tu vas faire un gameplay complètement différent. Donc, c'est de la création, donc tout est possible. Ok, très bien. On va déjà doucement arriver vers la fin de l'heure. Du coup, je vais terminer en vous demandant à tous les trois, est-ce que votre expérience du graphisme dans le monde du jeu vidéo a influé par la suite sur votre dessin en bande dessinée? Est-ce que c'est 2 techniques qui se rejoignent? Est-ce que vous servez de l'une pour l'autre, ou est-ce que c'est 2 mondes totalement différents et que du coup vous abordez les choses de manière complètement différente? En fait, la BD c'est aussi différent du jeu vidéo que le jeu vidéo est différent du film, et il y a beaucoup de monde qui essaie de les rapprocher. C'est des médias complètement différents. La seule chose qui les rassemble, ce sont des images. Mais l'art de la narration dans la BD n'a rien à voir avec celui du jeu vidéo. Même quand on adapte une BD en jeu vidéo, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Donc moi personnellement, qu'est-ce que j'en ai retiré? Je dirais que c'est plus ce qu'on appelle des compétences périphériques, l'organisation, c'est plus des choses comme ça. Mais après, dans le travail en lui-même, c'est un autre média, donc il faut s'adapter à ce média. Et après, l'envie de raconter des histoires. S'il y a quelques bricoles, ça me vient comme ça. C'est par exemple la simplicité. J'ai appris avec le temps, quand on crée une histoire ou quand on crée un monde, c'est de donner un maximum de références à son public pour qu'il n'ait pas tout à apprendre de ce qu'on est en train de lui présenter. Par exemple, un exemple qui me vient en tête comme ça. Quand on est en train de créer un univers et qu'on invente absolument tout dans tous les sens, c'est hyper difficile, c'est très hermétique. Ça va me demander, moi, une énergie folle de rentrer dans ton univers parce que chaque chose est originale. Et au final, j'ai pas envie parce qu'à côté, il y a un autre truc plus simple et je vais y aller. Et par contre, ce truc simple qui m'a attiré, quand je vais rentrer dedans, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir, moi, déployer auteur des choses qui sont plus originales, plus créatives. Et là, il va prendre de l'épaisseur, de la saveur. Ça, je l'ai appris en faisant du jeu vidéo, par exemple. Donc, c'est plutôt conceptuel. Mais après, dans le travail graphique... c'est la même chose, oui. Parce qu'il y a certains auteurs, alors c'est beaucoup moins répandu, mais certains auteurs utilisent aussi des étapes du type moodboard ou concept art pour la bande dessinée. Je sais qu'Alex Alice, par exemple, le fait. Ouais. Moi, je le fais aussi. Donc, vous passez aussi par ces étapes-là pour... Moi, je fais du caractère design. Je dessine tous mes persos. J'en fais plein. Je les jette. Je travaille comme ça aussi. Je fais beaucoup de décors. Mais c'est pas une vraie étape de concept comme il y a dans le jeu vidéo. Comme dans le jeu vidéo, bien sûr. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Ça vous permet de déterminer l'ambiance, pareil, les échelles peut-être. En fait, on fait un petit pas en avant pour savoir où on va, mais on va pas trop loin, on s'aventure pas trop loin. Et puis il faut aussi garder, je pense, moi j'aime bien garder un peu de mystère aussi quand on bosse sur un album, parce que
quand on va presque taper 40 ou 50 pages et qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, c'est un peu fatigant quand même. On a envie de s'amuser et donc c'est de poser des jalons importants et puis après, ça se fait au cours de route. Ok, très bien. Je ne sais pas si Jérôme ou Nicolas, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, sur le poids de votre expérience jeu vidéo, sur votre expérience bande dessinée. Moi, je pense qu'il y a aussi une part d'inconscient, en fait. Tout ce qu'on a, toute notre carrière et tout ce qu'on a accumulé comme savoir-faire, forcément, on va en tirer quelque chose. Et inconsciemment, moi, je pense que le jeu vidéo m'a appris l'organisation, la rapidité d'exécution et j'arrive très bien à organiser mon travail en BD, à le rendre un petit peu rationnel. Notamment, effectivement, je réapplique cette étape de moodboard. Je fais quelques vignettes exemples. Je passe beaucoup de temps en je vais appeler ça pré-prod, mais je vais chercher beaucoup de documentation. Et ça, je pense que le jeu vidéo a été une bonne école pour moi, en ce qui me concerne. Okay. Moi, il y avait un point que je voulais aborder. Alors, ça ne va pas être le débat du jour, mais je pense que c'est quand même important de le soulever. On parlait tout à l'heure des étapes de concept art. Moi, j'ai recontacté des collègues de travail qui sont toujours à Ubisoft. Ouais. Et je leur ai demandé, parce que moi, quand j'ai quitté le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas. C'était pas acquis. Et là, ça commence à exploser. Et je leur demandais si ça avait un impact, est-ce qu'ils l'intégraient. Ouais. Et la réponse est oui. Et eux, ils le vivaient assez mal. C'est-à-dire qu'ils promptent beaucoup. Et le métier est en train de beaucoup changer. Par rapport à ça, par rapport à à l'avènement de l'intelligence artificielle. Parce que dans le jeu vidéo, c'est une œuvre collective et la notion de travail d'auteur, elle est très floue. Il y a en plus un flou juridique et puis on peut dire qu'elle n'existe pas. Et du coup, il n'y a aucun scrupule à dégrossir ce travail de concept art, et notamment dans la direction artistique, en utilisant les intelligences artificielles. Okay. Et voilà, c'est difficile de terminer sur une note un petit peu comme ça, un petit peu lourde, mais c'est un sujet dont il faut avoir conscience et qui est important à relever. Tout à fait. Ouais, et c'est aussi, notamment pour ça, que je suis très content d'être allé vers la bande dessinée où le travail d'auteur a une importance. Et on est pour l'instant assez préservé par rapport à ça. Je ne sais pas pour combien de temps, mais voilà. Okay, et c'est bien dommage parce qu'il y a des vrais auteurs dans le jeu vidéo, des vraies visions d'artistes et qui sont à mon sens pas assez mis en avant. Un peu noyés dans la masse. On est trop dans la logique de production et moins dans la logique de la vision artistique, même s'il y en a, mais c'est plus marginal. Voilà. Ok, très bien. Ben, écoutez, on est déjà arrivé au bout, si je ne dis pas de bêtises, de l'heure d'intervention. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'on peut, c'est pas très grave s'il n'est pas fini, est-ce que Loen, on peut repasser sur le dessin pour la petite carte pour voir sur quoi on est arrivé. Très lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la statue viking, non ? En fait, si on avait eu une IA, on aurait pu le finir. On aurait pu finir, voilà, c'est ça. Ce sera le mot de la fin de cette fabrique. Travaillons avec l'IA. Donc, on a un petit cochon. On a... Qu'est-ce que c'est ? C'est une maison, c'est ça ? C'est la maison du sorcier. C'était marqué un donjon, mais j'avais pas assez de place pour faire un donjon. Ah ouais, un donjon, non, ça allait être compliqué. Il y a une statue viking, la statue viking. Okay, et des fleurs sur un caillou. Eh bien, super. Et bien, encore merci à tous. Merci à vous d'avoir assisté à cette fabrique. Et bon salon.